Bon, ça tourne. Action. C'est bon. Oui, c'est bon. Alors merci Amandine. Avant de commencer, donc, je tiens à remercier la médiathèque de Bagneux de m'avoir invitée et surtout d'avoir organisé dans le cadre de l'Université pour tous un cycle de conférences autour de l'homme et de l'animal. Alors je me présente, Victoria Vanneau, je suis docteur en droit. J'ai travaillé plutôt sur les violences conjugales et l'année dernière j'ai commis ce petit livre, Le chien, l'histoire d'un objet de compagnie, paru chez Autrement. La demande de l'équipe de la médiathèque de m'inviter ce soir pour parler de l'animal. Alors en acceptant de faire cette conférence, je pensais tout simplement retracer justement l'histoire de cet objet de compagnie qui est le chien. Mais j'étais loin de me douter qu'une actualité récente précéderait cette conférence aussi richement et aussi passionnément. En effet, hormis quelques îlots de contestataires dont les propos sont le plus souvent apportés d'une manière assez marginale, hormis également quelques universitaires qui sont aussi raillés pour s'intéresser aux animaux, la question du statut juridique de l'animal était loin d'être inscrite à l'ordre du jour d'une quelconque réforme. Autant dire que lorsque je me suis emparée du chien, c'était le calme plat. Et puis tout s'est emballé le jour où, le 23 octobre d'ailleurs, j'ai remis mon manuscrit à l'éditeur et ce même jour-là, 24 intellectuels sous l'égide de la Fondation 30 millions d'amis co-signaient un manifeste réclamant que les animaux soient enfin reconnus comme des êtres vivants et sensibles dans le Code civil. Tout s'emballe à nouveau. Le 21 février 2014, François Hollande, dans l'hebdomadaire La France agricole, déclarait à la veille du Salon de l'agriculture qu'il ne fera rien pour changer le statut de l'animal, que la législation déjà existante était suffisante. Et puis le 15 avril dernier, le député Jean Glavany, avec Colette Capdevielle et Cécile Untermeyer, propose un amendement au projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures. Tout un programme. Et surtout, l'objectif de cet amendement, numéro 59, tient en ceci: harmoniser le Code civil au Code rural et pénal, qui reconnaissent depuis presque 40 ans, 1976 pour le Code rural et 1992 pour le Code pénal, la sensibilité des animaux. Plus clairement, il s'agit de concilier sa qualification juridique et sa valeur affective, à lire l'exposé des motifs. Si bien que, quand on regarde un petit peu l'amendement de Glavany et des autres députés, on peut lire un nouvel article qui sera inséré dans le Code civil, article 515-14, qui disposera ainsi que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Mais de préciser presque aussitôt, parce que c'eût été un peu trop facilement reconnaître que les animaux étaient autre chose que des objets, que des biens, sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens corporels. Mais l'amendement 59 ne s'arrête pas là. Le fameux article 528, dont j'aurai l'occasion de reparler plus tard, fait également l'objet d'une réécriture, puisque désormais sont meubles par leur nature les biens qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre. Alors pour les uns, c'est une avancée notable, un effort certain. Enfin, les animaux ne sont plus considérés comme des objets. Et puis pour les autres, sous les cris des miaulements, des aboiements, on a pu observer, si certains sont amateurs des débats à l'Assemblée, c'est une aberration complète. Quoi qu'il en soit, en octobre dernier, l'Assemblée nationale votait ce texte et renvoyait le tout au Sénat. Donc on attend le suspense de savoir si les sénateurs, en bons conservateurs ou pas, vont valider cet amendement. Bref, on pouvait rêver mieux comme prélude à cette conférence qui se propose justement de retracer l'histoire d'un objet de compagnie, certes le chien, mais surtout l'histoire plus passionnée, plus longue du statut juridique de l'animal en général. Car qu'on l'appelle le chien, le chat, le cheval, le hamster ou autre, qu'on l'appelle encore animal de compagnie, animal domestique ou animal sauvage, peu importe son qualificatif, l'animal a occupé une place bien particulière auprès de l'homme et surtout une place bien particulière en droit, puisque c'est une chose, comme une table, comme une chaise. Mais le droit ne transige pas. Depuis le droit romain, en gros, le monde, la société, a été divisé en biens et en personnes.
Cette conception de la société a été reprise lors de la codification en 1804, largement reprise, et on n'en a jamais bougé. D'où d'ailleurs l'importance de ce second alinéa de l'article 515-14 qui, peut-être, apparaîtra dans le Code civil, qui renvoie évidemment les animaux aux biens corporels. Alors pour comprendre un petit peu l'enjeu du débat d'aujourd'hui, je propose de remonter dans le passé et de montrer comment le droit est venu entériner ce statut juridique, comment, au gré de débats passionnés et oubliés, faits de railleries et de franche hostilité, il faut le dire, eh bien, le législateur est quand même intervenu pour améliorer la condition des animaux. J'essaierai de montrer comment, face à la montée de l'attachement affectif des hommes envers les animaux, et notamment envers le chien, ces animaux dits de compagnie, s'est affirmée la progressive reconnaissance de la personne animale, celui qui a conduit quelques députés, donc autour de Jean Clavadi, à proposer cet amendement. Tout commence en gros sous l'Antiquité, avec les penseurs grecs, autour d'une simple question: les animaux ont-ils une âme? Deux courants se sont principalement opposés. D'un côté se trouvaient ceux qu'on appelait les amis des animaux, autour d'Empédocle, Théophraste ou encore Plutarque. Ils croyaient notamment à la réincarnation de l'âme humaine dans le corps d'un animal, c'est ce qu'on appelait la métempsychose. Respectueux de l'animal, les amis des animaux étaient tous pratiquement végétariens, c'était un petit peu des écologistes avant l'heure. Et en bon végétarien, évidemment, on était attentif à la manière dont l'homme se comportait vis-à-vis des animaux. Et puis de l'autre côté, se tenaient les scientifiques. Peu enclins au respect des animaux, ils n'éprouvaient à leur égard aucune sympathie, aucune attention. C'est bien simple, pour ces scientifiques-là, les animaux, le chien notamment, n'avaient ni âme ni raison. Mais c'est autour d'une autre question que le débat s'engage véritablement, chez les penseurs grecs, c'est autour de la raison. Avec Aristote et les stoïciens, l'idée se développe que les animaux ne disposent ni d'une conscience, ni même de la moindre faculté mentale. Ils sont, pour ainsi dire, subordonnés à la réalisation du bien-être de l'homme. L'idée fait d'autant plus son chemin que dans la société grecque, la hiérarchie, en tout cas dans la société, distingue bien évidemment entre ceux qui sont plus élevés socialement et ceux moins. Vous avez les citoyens libres et les esclaves, les hommes et les femmes, les Grecs, et les barbares, donc les hommes et les animaux. Dans ce contexte, rien d'étonnant donc à ce que les bêtes et le chien, dénués de raison, soient jugés ignorants des devoirs et des obligations qui lient normalement tout homme. L'animal est en quelque sorte prisonnier de son instinct, il n'est guidé que par l'appétit, surtout il est incapable du libre arbitre. Alors bien sûr, des voix vont s'élever contre cette vision que l'on a appelée anthropocentrique et tentent de nuancer le propos. Et à l'instar de Plutarque, qui estime qu'au contraire les animaux ne sont pas si dépourvus de raison que les hommes semblent le croire, eh bien malheureusement, les scientifiques, eux, l'ont emporté. L'idée triomphe donc que l'animal n'a ni âme ni raison, mieux même qu'il se définit comme une chose. Tel est son statut. Le développement du christianisme sous l'Empire ne fait qu'amplifier cette conception. D'une manière générale, d'ailleurs, dans les religions sémitiques, le chien y est décrit comme un animal sale, impur, famélique. Il suffit de regarder dans la Bible, notamment dans les Proverbes, où on critique le chien qui est celui qui retourne à son vomissement. Si vous regardez dans le livre des rois, vous avez Jézabel qui a été dévoré par les chiens, où on n'a laissé que les pieds et la tête. Bref, le chien porte en lui finalement toute la saleté humaine, et malheureusement les animaux en règle générale. Il faut attendre le XVIe et surtout le XVIIe siècle pour que cette histoire du statut de l'animal prenne un tournant décisif. En effet, au XVIe siècle, dans le contexte du développement de l'imprimerie et de l'humanisme, on redécouvre ces penseurs grecs, Aristote, Plutarque, Pline, etc. Se réclamant de la philosophie des anciens, Montaigne adopte l'idée que les actes des bêtes prouvent la raison, au contraire, prouvent l'apprentissage et prouvent surtout l'émotion. Il prend alors l'exemple du chien, notamment ceux dressés à faire, comme il dit, toutes sortes de singeries, des danses où il ne faille qu'une seule cadence du son, ceux qui exécutent plusieurs divers mouvements et sauts au simple commandement de la parole. C'est bien simple, quand on lit les essais,
on est fasciné par la fascination de Montaigne à l'égard des animaux, et notamment les chiens d'aveugle. Montaigne est tout simplement fasciné par le soin que ces chiens d'aveugle portent à guider leur maître. Il écrit ceci: comme ils s'arrêtent à certaines portes d'où ils ont accoutumé de tirer l'aumône, comme ils évitent le choc des coches et des charrettes alors que pour leur regard, ils ont assez de place pour leur passage. J'en ai vu, écrit-il, le long d'un fossé de ville, laisser un sentier plat et uni et en prendre un pire pour éloigner son maître du fossé. Comment pouvait-on avoir fait concevoir à ce chien ce que c'était sa charge de regarder seulement à la sûreté de son maître et mépriser ses propres commodités pour le servir? Et comment avait-il la connaissance que tel chemin lui était assez large qu'il ne le serait pas pour un aveugle? Tout cela se peut-il comprendre sans raison? Mais tout avant-gardiste qu'elle soit cette pensée de Montaigne, eh bien, elle n'a pas eu l'impact souhaité. Tout commentant de la Grèce antique et surtout commentant de Rome, cette promotion de l'animal qui dit combien l'homme finalement a besoin de l'animal et surtout du chien pour vivre, est davantage perçue, et notamment par l'Église, comme une profonde entreprise de déstabilisation sociale. Et on verra, si on remonte un peu dans les siècles, ce sera toujours ça qui sera mis en ligne de compte, cette déstabilisation sociale. Ces femmes qui couvrent ces petits chiens comme de véritables enfants, ça c'est une déstabilisation de la famille, donc une déstabilisation sociale. Au siècle suivant, le XVIIe, porté par l'attrait nouveau pour la machine, ce fructueux modèle d'interprétation du monde, une autre théorie voit le jour et connaît quant à elle un franc succès qui ne les emplira pas jusqu'au XIXe siècle, voire jusqu'au XXe, pour ne pas dire jusqu'au XXIe siècle. Il s'agit de la parution en 1637 du discours de la méthode de Descartes, dans lequel il avance tout simplement l'idée que les animaux sont des machines. Alors selon Descartes, il n'existe que des corps matériels et des âmes spirituelles, autrement dit immortelles. Or, comme il est impensable que les animaux disposent de telles âmes, le philosophe en déduit qu'ils ont ni âme ni raison. Mais ce n'est pas Descartes qui a poussé au-delà sa théorie, et ce n'est pas Descartes quelque part qui a inventé cette théorie que l'on connaît tous sous le nom de l'animal-machine. Celui qui pousse la théorie de Descartes jusqu'au bout, c'est sans aucun doute son jeune et zélé disciple Nicolas de Malebranche. Alors ce prêtre va plus loin dans la théorie de Descartes. Non seulement l'animal, aux yeux de Malebranche, n'a ni âme ni raison, mais surtout, il est dénué de toute espèce de sensibilité. Malebranche se constitue alors un inépuisable sottisier dans lequel le chien, et savoir pourquoi, y occupe une place importante. Toutes les critiques qu'il va porter à l'égard des animaux se focalisera sur le chien. D'ailleurs, il suffit de donner un coup de pied, comme il dit, tout cela n'est que jeu de machine. Alors la réception de cette théorie de Descartes et de Malebranche surtout est assez mitigée. D'un côté, il y a de soi que l'Église est contente et satisfaite de ces théories. Dans cette époque justement fascinée par une foule de merveilles mécaniques, vous avez la montre, vous avez l'horloge, vous avez l'automate. Dans cette période où les hommes semblent disposés à croire que les animaux sont des machines, eh bien l'Église s'approprie cette théorie de l'animal-machine. Elle s'inspire même des principes du néoplatonisme, qui définit l'âme humaine comme intellectuelle, immatérielle, parente avec le divin. Elle s'accommode du partage désormais établi entre l'âme spirituelle de l'homme et celle matérielle de l'animal. Et plus encore, absolvant Dieu, comme on peut lire, de l'accusation de causer injustement de la souffrance à des bêtes innocentes, le cartésianisme vient à bon escient justifier la suprématie des hommes en les libérant de tout soupçon de crime. C'est normal que l'homme est supérieur puisque la bête n'est qu'une pauvre bête, n'est qu'une chose matérielle. Pour les gens d'église, les animaux, ces choses, n'existent qu'autant qu'il convient à l'homme de s'en servir sans ménagement pour ses besoins et sa commodité. De l'autre côté, les nombreux outrages infligés aux animaux passent assez mal dans la société. Le cartésianisme peut difficilement supplanter un La Fontaine ou une Madame de la Sablière, qui se revendiquent pour leur part justement de Pline, de Plutarque ou encore de Montaigne. De ce côté-ci de l'aristocratie, de la bonne société, cette théorie de Descartes attire moins l'attention des puissants, parce que les puissants ont du mal à comprendre que finalement, regardez, comme ils disent, ce n'est pas différent d'une horloge qui sonne l'heure. Non, non,
pour la haute société, et notamment Madame de Sévigné, qui est une contemporaine de Descartes, elle s'en insurge. Quand elle voit sa petite chienne Marquise, toute mignonne avec ses petits nœuds, elle s'en insurge tout simplement. Elle me dit, c'est pas possible. Descartes ne peut pas avoir dit une chose pareille. Des machines qui aiment, des machines qui ont une élection pour quelqu'un, des machines qui sont jalouses, des machines qui craignent. Allez-vous vous moquer de nous? Jamais Descartes n'a prétendu nous faire croire, écrit-elle à sa fille, Madame de Grignan, en mars 1672. La dérive mal mangée, donc, ne fait pas l'unanimité auprès de la bonne société. Et beaucoup plus tard, d'ailleurs, en 1883, dans son célèbre roman Une vie, eh bien, Maupassant se servira de ce portrait de Nicolas de Malebranche pour dépeindre l'abbé Tolbiac, ce janséniste pourfendeur des fornications paysannes et châtelaines de l'époque, lorsque justement, dans cette scène terrible d'une vie, l'abbé Tolbiac croise des enfants qui sont devant une chienne qui met bas, ils sont tout émerveillés, un petit qui sort, un deuxième, un troisième. Et l'abbé Tolbiac trouve ça scandaleux et ne trouve pas mieux que de se jeter sur la pauvre bête, de la piétiner et d'écraser ainsi les petits chiots. Voilà, au XIXe siècle, ainsi décrit la conception de l'animal-machine, ainsi revendiquée par toute la société à ce moment-là. Au XVIIIe siècle, si je suis un peu les siècles, dans le contexte de la Révolution, le cartésianisme est battu en brèche par les philosophes des Lumières. Si ces derniers maintiennent l'animal au rang des objets, ils ne manquent pas, tout attachés qu'ils sont justement à concilier l'homme et la cité, d'émailler leur texte justement de quelques réflexions sur la sensibilité des animaux. Ils prennent tout simplement le contre-pied de Descartes. Ils estiment au contraire que l'âme animale est de même nature que l'âme humaine. Elle est matérielle pour Diderot, elle est spirituelle pour Condillac, Voltaire ou encore Rousseau. Si l'animal ne possède pas la réflexion, la parole, si la connaissance intellectuelle lui fait défaut, si la quiétude métaphysique propre à l'homme lui fait également défaut, l'animal, le chien en l'occurrence, toujours lui qui est pris comme modèle, dispose néanmoins de la sensibilité, de l'émotion, du langage, du raisonnement concret, de la capacité d'adaptation. En 1764, dans l'article bête de son dictionnaire philosophique, Voltaire s'indigne. Il écrit ceci. « Quelle pitié, quelle pauvreté d'avoir dit que les bêtes sont des machines privées de connaissances et de sentiments, qui font toujours leurs opérations de la même manière, qui n'apprennent rien, ne perfectionnent rien. Convaincu que l'absence de langage ne prouve nullement le manque d'intelligence et de sentiments, le philosophe signa un vibrant plaidoyer en faveur des animaux. » Ainsi poussé donc par les philosophes des Lumières et la Révolution de 1789, le mouvement anti-cartésien s'amplifie. Il conduit même à déplacer le débat non plus sur savoir est-ce que les animaux disposent d'une âme ou d'une raison, mais plutôt sur la violence que les hommes sont amenés à conduire envers lui. En effet, certains philosophes s'insurgent de la violence de l'homme vis-à-vis des animaux. Ils ne supportent pas de voir les animaux souffrir, de voir mourir ces bêtes inutilement sous la main de l'homme. En 1762, dans son Émile de l'éducation, Rousseau estime que l'enfant doit être éveillé à la pitié par un solide apprentissage du mal. Il écrit ceci. « Comment nous laissons-nous émouvoir à la pitié, s'interroge-t-il, si ce n'est en nous transportant hors de nous et nous identifiant avec l'animal souffrant, en quittant pour ainsi dire notre être pour prendre le sien. » Du coup, la certitude qu'il existe pour l'homme des devoirs envers les animaux fait ainsi son chemin. Elle réclame l'éducation des enfants et d'une manière large celle de la population tout entière. Mais surtout, les critiques qui vont être développées au moment de la Révolution, ce sont les critiques contre les expérimentations scientifiques menées, et ça depuis Aristote, depuis Hippocrate, Galien, envers les animaux. Car derrière ce progrès, parce qu'on estime que ça, c'est le progrès, que constitue donc cette observation directe, cette expérimentation, eh bien se lit surtout la domination de l'homme vis-à-vis de l'animal. Du porc à l'exotique singe, en passant par le rat, le lapin, le cheval, le chat, la grenouille ou encore le chien, l'animal devient ainsi un modèle d'interprétation des choses de la vie. Ni âme, ni raison, ni sentiment. Il permet d'assouvir la froide fascination de l'homme pour ce qui n'est pas encore découvert.
Qualifié de machine, l'animal exclut toute forme de considération à son égard, de protection et de devoir. Débarrassé de tout scrupule, eh bien l'homme peut user, abuser, appliquer une violence jugée licite à ses victimes de la philosophie naturelle. Il n'a aucun devoir moral envers les bêtes, ce sont des choses. Et c'est là-dessus, à lire Rousseau et les autres philosophes, que le débat se porte à ce moment-là. Voltaire, encore lui, ne manque pas de qualifier ses scientifiques de barbares. Pour autant, comme toujours, les animaux restent rangés parmi les choses. Il suffit pour s'en convaincre de lire l'article chien dans l'encyclopédie qui énumère les diverses vertus curatives de nos compagnons à quatre pattes. Parce que le chien est certes l'animal de compagnie, l'animal le plus proche de l'homme depuis des millénaires, mais il lui sert beaucoup plus qu'on ne croit. La liste paraît sans fin à lire l'encyclopédie. Du petit chien ouvert et appliqué tout chaud sur la tête, dit-on, recommandé pour soigner la pleurésie, à la graisse de chien plus atténuant, plus détersive et plus vulnéraire pour soigner les douleurs de la goutte, des oreilles, ainsi que la gale et parfois les ulcères du poumon, en passant par sa peau pour dissiper les contractions, adoucir la peau, encore prévenir les varices. Voilà les vertus de pharmacopée que le chien procure. Il y a encore la crotte blanchâtre du chien, nourrie uniquement d'os, plus connue chez les apothicaires sous le nom de magnésie animale ou d'album grecum, entrait ainsi dans la préparation de certains médicaments pour soigner l'angine et toutes les maladies du gosier. Et puis, plus réputée encore et plus horrible, quand on y pense, c'est l'huile de chou aromatisée dont je vous épargne la recette, qui était censée, elle, soigner les rhumatismes et les tensions musculaires. Bref, les remèdes à base de chien ou de produits issus du chien n'ont pas eu de limite pour les médecins et les apothicaires, toujours très prompts, semble-t-il, à en tirer toutes sortes de décoctions. Ces conceptions se maintiennent jusqu'au XIXe siècle. Il y a un dicton qui revient souvent, « langue de chien vaut médecin ». Moi, je l'ai entendu quand j'étais jeune, et j'imagine peut-être que vous l'avez entendu. C'est une sorte de version païenne de la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare, qui fait encore recette justement dans cette médecine populaire de du XIXe siècle. C'est également au XIXe siècle que les expérimentations, puisque ces gravures datent de 1671, atteignent leur apogée, tout comme la théorie d'ailleurs de l'animal-machine, puisque la modernité galopante propre au XIXe siècle sonne la gloire des expérimentations animales, et surtout dans le sillage du fameux Claude Bernard au Collège de France, où on pouvait pratiquer la vivisection en public et où les badauds d'ailleurs se pressaient quotidiennement, assister à ces expérimentations et où les femmes avec leurs ombrelles ne perdaient jamais une occasion, comme décrit très bien Zola dans L'amour des bêtes, à donner des coups d'ombrelle à ces scientifiques. Claude Bernard, lui, est très clair pour justifier justement les expérimentations. Il serait bien étrange, écrit-il, en effet, qu'on reconnût que l'homme a le droit de se servir des animaux pour tous les usages de la vie, pour ses services domestiques, pour son alimentation, et qu'on lui défendait de s'en servir pour s'instruire dans une des sciences les plus utiles à l'humanité. En somme, on ne peut sauver de la mort des êtres vivants qu'après en avoir sacrifié d'autres. Au diable donc toute forme de sensiblerie à l'égard de l'animal, pour le progrès, la vie humaine a ses nécessités, la science a ses devoirs, voilà ce que l'on enseigne au XIXe siècle. Coincé donc entre l'anthropocentrisme religieux, empreint de cartésianisme, et la philosophie sociale du XIXe siècle, qui commande justement à l'homme et à la société de se détacher de la nature pour mieux l'exploiter, le législateur n'a donc fait qu'entériner une manière de penser et d'envisager l'animal en passant de l'animal-machine à l'animal-objet. En effet, dans ce contexte, la science juridique n'a eu aucune difficulté à développer sa conception de l'animal. L'assimilation des objets aux animaux dans le Code civil de 1804 s'explique assez aisément. Alors, une première explication réside sans conteste dans l'héritage des normes, des conceptions passées qui étaient très chères à Napoléon. Dans le souci effectivement de donner un ensemble de règles relatives à la propriété, puisque le Code civil défend avant tout le droit de propriété, les rédacteurs se sont reposés sur certains acquis du droit romain qui, non seulement distinguaient déjà le monde en biens et en personnes, mais surtout plaçaient les bêtes parmi les choses. Deuxième explication, c'est le contexte économique de la société de l'époque, essentiellement rurale. Élément d'exploitation agricole, l'animal intègre le patrimoine,
de son propriétaire, au même titre qu'une table et qu'une chaise. Et c'est comme ça que le chien de chasse était perçu comme un bien immobilier par destination. Enfin, en s'appropriant les préjugés cartésiens, les juristes du XIXe siècle ont surtout transposé dans le domaine du droit la théorie de l'animal-machine, élaborant sa propre théorie, celle de l'animal-chose, celle qui, jusqu'en octobre dernier, existait encore et régissait les droits des animaux. C'est donc en toute logique que l'article 528 du Code civil disposait « sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées. » Autrement dit, le propriétaire de cette chose dispose de tous les droits, il en a l'usage complet, y compris celui de le détériorer. La réification, l'idée de le rendre chose, la réification de l'animal ainsi établie par le Code civil, n'interdit donc aucune violence de l'homme vis-à-vis de l'animal. Il peut le disséquer, il peut pratiquer la vivisection, il peut le maltraiter, il peut organiser des combats, etc. En revanche, il en reste responsable. Les dommages causés par l'animal sont à la charge du propriétaire, au même titre qu'un pot de fleurs qui tomberait du bord d'une fenêtre et qui assommerait quelqu'un en passant. À partir du milieu du XIXe siècle, le net mépris pour cette chose animée commence toutefois à se lézarder. Peu à peu, en effet, dans le contexte de la montée de l'animal de compagnie, eh bien, les professionnels du droit prennent soin de distinguer entre les animaux domestiques et ceux dits sauvages. Et loin d'avoir organisé, on va dire, une grande réforme, eh bien, ils ont procédé à une petite distinction pratique qui prenait en compte non pas l'espèce à laquelle appartient l'animal, mais surtout les rapports que l'homme, que l'animal entretiennent entre eux. Alors c'est la Cour de cassation, puisque la justice a eu l'occasion de se pencher là-dessus, c'est la Cour de cassation en 1861 qui est justement venue distinguer cet état des choses. Elle a considéré comme animaux domestiques tous ceux qui vivent, s'élèvent, sont nourris et se reproduisent sous le toit de l'homme et par ses soins. En d'autres termes, ceux dont l'homme s'est soumis, non quelques individus isolés, mais le genre tout entier. Et le chien fait partie de cette catégorie. Bien sûr, cette distinction est apparue assez rapidement insuffisante, puisque derrière l'animal domestique, il a fallu distinguer l'animal domestiqué par l'homme, mais qui lui est utile économiquement. C'est le cas des chiens de troupeau, des chiens de chasse, qui ont une fonction économique pour le propriétaire, de l'animal domestiqué qui ne sert strictement à rien, si ce n'est à orner un canapé et un fauteuil, et c'est ce fameux animal de compagnie, ce petit chien, que tout le monde connaît très bien. Alors cette distinction est quand même très importante, car elle a servi de base pour établir ce fameux impôt canin, qui a fait tant parler de lui, puisque justement les gens qui ne voulaient pas payer cet impôt faisaient en sorte de faire passer leur animal un peu comme des humains. Donc on voit ce petit chien qui marche, l'autre qui est en train de lire un livre. Donc on essaie justement de le rendre humain pour ne pas payer cet impôt. Mais il faut savoir que cette taxe a été une véritable catastrophe pour les chiens, puisque les propriétaires, ne voulant pas payer, s'en débarrassaient, ils les jetaient dans la Seine. Et à cette époque-là, on pouvait compter dans la Seine, vous voyez des cadavres comme ça qui flottaient assez régulièrement. C'était épouvantable cette période-là pour les animaux. Et celui qui a décrit le mieux justement cette absurdité des contemporains, c'est Maupassant, dans la nouvelle Pierrot en 1882, où il raconte justement le sort funeste d'un pauvre petit chien qui décrit petit animal tout jaune, presque sans pattes, avec un corps de crocodile, une tête de renard et une queue en trompette, et répondant au nom de Pierrot. Alors sa maîtresse, Madame Lefebvre, qui avait déjà hésité à prendre un chien, se refuse de payer les 8 francs de taxe. Alors elle décide de s'en débarrasser de ce petit chien Pierrot. Elle propose à d'autres de le prendre, mais rien n'y fit. Il n'y a plus qu'une solution, s'en débarrasser, lui faire piquer du mât, comme on disait à l'époque. Autrement dit, elle s'en débarrasse en le jetant dans un trou. Un fameux trou où justement on mettait tous les chiens et on les oubliait. Et elle pense que peut-être une âme charitable lui apporterait à manger, en tout cas il se ferait des amis à l'intérieur de ce trou avec les autres chiens. Malheureusement,
l'animal est décédé. Mais en tout cas, cette nouvelle de Perrault est assez intéressante de la part de Maupassant, puisque ça décrit bien finalement le comportement et les dégâts que cette taxe, qui a été abrogée en 1970, mais qui était tombée entre-temps en désuétude, a fait à l'animal. En tout cas, cette distinction entre les animaux sauvages et les animaux domestiques, et à l'intérieur des animaux domestiques, ceux qui sont utiles économiquement et ceux qui ne le sont pas, eh bien, a été l'occasion pour les juristes, en tout cas, de prendre en considération cette expérience effective et affective que les gens ont eu à l'égard de leur animal, et ce depuis très très longtemps. En somme, il s'agissait tout simplement de prendre en compte ce sentiment ancien et très aristocratique, maintes fois dépeint et peint. Alors dépeint, si on se souvient tous peut-être pas de François Ier qui estimait que pour accueillir les autres à sa cour, il fallait une belle femme, un beau cheval et un beau chien. Donc on voit effectivement que la femme est au même niveau que les animaux, c'est-à-dire une chose. On a également cet émail réalisé par Jean III Pénicaud au XVIe siècle, pas vraiment daté, où on voit Marie de Médicis qui est agenouillée dans son oratoire avec son petit chien blanc. Donc on voit évidemment l'importance, les liens qui existaient entre l'aristocratie et leur animal. Il les accompagne jusque dans les actes de dévotion, et ça c'est très important. Cette conception, donc, est par la suite inscrite à l'article animal du Grand Dictionnaire universel de Larousse de 1867-1890, et on peut y lire ainsi que l'animal né ne peut être qu'une chose, avec quelques nuances en effet, puisque Larousse admet tout aussitôt que cette chose est douée de sensibilité comme l'homme. Cette chose est comme l'homme, capable de souffrir. Voilà ce qui établit entre l'homme et l'animal des rapports d'une nature spéciale qui, sans être des rapports de justice, se distinguent des rapports purement économiques. C'est ici finalement pointé tout l'enjeu du débat à venir. En effet, au cours du XIXe siècle, les élites sociales, savantes et politiques revendiquent leur intolérance à l'égard de l'épanchement du sang, du spectacle, des massacres et des exécutions capitales, et plus simplement à la présence des charognes animales dans les villes. On sait effectivement, puisque Alain Corbin l'a très bien décrit, on a enlevé tous les abattoirs de l'intérieur de Paris, et bien là on fera pareil avec tous les animaux, en créant notamment des espèces de box pour y déposer les animaux morts. Il évitera les scènes terribles décrites notamment par Jules Vallès, de sa pauvre petite chienne Mirza, que lui-même voulait enterrer dans le jardin et dont les parents ne voulaient pas, et le pauvre a dû la jeter aux ordures comme des simples déchets. Donc l'ascension de l'âme sensible accompagne et rend possible cette exigence nouvelle qui rejette finalement toute forme de violence. Le temps est venu pour l'homme sensible de remplacer l'homme raisonnable du cartésianisme et quelque part eh bien, de faire comme ces hommes au XIXe siècle qui prenaient un très grand plaisir à se promener avec ces dames et en prenant sous le bras leur petit chien. C'est ça finalement que l'on veut revendiquer. Et surtout, cette montée de la sensibilité a pour effet finalement de questionner le statut que le droit réserve à l'animal. La preuve en est 1802, pour son prix de morale, la classe des sciences morales et politiques de l'Institut national pose le sujet suivant. Jusqu'à quel point les traitements barbares exercés sur les animaux intéressent-ils la morale publique ? Et conviendrait-il de faire des lois à cet égard ? 1802, on est donc 2 ans avant la codification, on se pose déjà la question de savoir comment doit-on réagir, doit-on traiter les animaux. 27 mémoires ont été envoyées afin d'établir les bases d'une protection animale. Les auteurs semblent dans l'ensemble avoir été inspirés par leur répugnance à l'égard des mauvais traitements infligés par les bêtes et par le spectacle intolérable qu'ils offrent au quotidien dans l'espace public. On a des scènes comme ça terribles qui sont décrites par ces savants où ils ne supportent pas que les charretiers donnent des coups à leurs chevaux. Ils ne supportent pas non plus qu'on donne des coups de trique aux chiens, puisque j'aurai l'occasion de revenir, mais les chiens tractaient des charrettes, puisque ça coûtait moins cher qu'un cheval. Dans le même temps, les défenseurs de la cause canine militent en faveur d'une législation protectrice de l'animal. Alors que la politique justement du laisser-faire semblait plutôt s'affirmer, les hommes ont à cœur justement de faire cesser tout comportement de violence et tous les mauvais traitements. C'est ici qu'un premier débat s'engage, et il fait rage, car légiférer dans un tel domaine, c'est ni plus ni moins finalement entraver ce fameux droit de propriété qui est garanti par le Code civil,
d'user finalement de ces choses. Mais qu'importe, il faut faire quelque chose, il faut agir. Alors, tout commence en 1845 avec la création de la SPA, la Société protectrice des animaux, à l'exemple de la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, créée en 1824 en Angleterre. Nous, il faut attendre 1845, autour du préfet de police de l'Essert, du docteur Dumont ou encore d'Étienne Pariset. Alors, autant dire que quand ces hommes ont créé la SPA, le sarcasme a été total, on estimait que ça ne servait à rien, c'était pour des animaux, mais qu'importe. La SPA existe encore aujourd'hui, on peut s'en féliciter. La femme de Claude Bernard, Madame Bernard, ne supportait tellement pas le travail de son mari qu'elle n'oubliait jamais chaque année de payer sa cotisation de 2 francs pour la fondation de la SPA. Mais c'est certainement la loi du 2 juillet 1850, dite loi Grammont, qui concrétise le mieux cette action militante des défenseurs de la cause animale. Alors l'idée n'est pas neuve, il faut savoir que les révolutionnaires en 1791 avaient déjà envisagé de punir les comportements de violence vis-à-vis des animaux. Mais quand on regarde concrètement le texte, on se dit finalement c'est plus une protection du droit, du bien, de la propriété que tout simplement la souffrance que l'animal peut endurer. Non, là au XIXe siècle, avec Grammont, on veut vraiment s'intéresser à la sensibilité, au sort, à la souffrance que l'animal ressent. Alors, Jean-Philippe Delmas de Grammont est député de la Loire, c'est un général promu en 1848, et il estime qu'il est temps que l'État prenne ses responsabilités et qu'il traite enfin de la souffrance animale. Et Grammont réussit l'exploit, et c'est bien le mot, il réussit l'exploit de faire discuter à l'Assemblée nationale législative une loi protectrice des animaux. Je dis exploit et le mot n'est pas excessif, car le vote de cette loi quand même est pris dans un contexte plutôt houleux. On est à la suite des événements de 1848, on est dans le contexte du vote de la loi Fallou sur l'éducation, donc évidemment on va arriver avec une loi protectrice sur les animaux, autant dire que ça passait plutôt mal. Mais Grammont tient beau. Ses collègues parlementaires, eux, évidemment, ne se montrent pas du même avis et ils ne sont pas du tout convaincus par la légitimité de la cause. Et c'est sous leur huée moqueuse, on a crié waf waf et coin coin quand on regarde un peu les débats, que la proposition est accueillie. D'ailleurs, Grammont est lui-même caricaturé. On peut lire « Ce poulet détestable, vous méritez l'amende pour un mauvais traitement vers cet animal ». Voilà comment est décrite la politique de Grammont vis-à-vis des animaux. Mais qu'importe. Pour Grammont, il est nécessaire que les actes de cruauté soient condamnés. Impossible, lui objectons. Simple chose, aux yeux du droit, les animaux demeurent soumis à l'absolutisme de leur propriétaire. Où irait-on si d'aventure on disait à un propriétaire comment il doit utiliser sa chaise ou sa table ? Heurtée dans son conservatisme, eh bien, la droite légitimiste se déchaîne. Elle se déchaîne notamment autour du député Vaujuas qui emporte les arguments. Il se montre, lui, le plus farouche opposé à la proposition qui est déjà baptisée loi de l'assistance des animaux. S'il partage les mêmes haut-le-cœur, la même émotion, Grammont, vis-à-vis de ses souffrances que les contemporains de l'époque peuvent voir quotidiennement dans les rues, eh bien, il estime que la douceur ne se décrète pas. Surtout, il y voit une atteinte sérieuse à la propriété, à la liberté et même, sous quelques rapports, à l'humanité et à la morale. Et puis surtout, l'argument choc de Vaujuas, c'est de se dire, mais vous vous rendez pas compte ? On fait rien pour l'ivrognerie, on fait rien vis-à-vis de la brutalité des parents vis-à-vis de leurs enfants, on fait rien, on va dire, contre les femmes battues. Qu'est-ce que vous voulez que nous, députés, fassions quelque chose vis-à-vis des animaux ? On est quand même un peu gonflé, donc on ne peut pas voter une telle loi. Au final, la loi de Grammont est significativement amendée par les bons soins du député légitimiste de Fontaine. Et pour lui, la protection donnée à l'animal ne doit pas dégénérer en inquisition envers le propriétaire. C'est pourquoi il exige tout simplement que cet abus soit public, parce que cela cause du scandale. Autrement dit, les violences, les comportements de violence commis à l'intérieur, dans la maison, ne posent aucun problème. Et on a ici un parallèle quelque part, les brutalités vis-à-vis des enfants, vis-à-vis des femmes, vis-à-vis des vieillards, puisqu'à partir du moment où ça se passe à l'intérieur de la maison, on n'a pas à intervenir. On protège la propriété privée. L'intérêt des animaux ne me paraît pas assez grand pour cela, écrit-il. Donc oui à la protection, mais sans atteinte au droit de propriété. La loi est finalement votée et un seul article la constituera. Seront punis d'une amende de 5 à
à 15 francs et pourront l'être d'1 à 5 jours de prison ceux qui auront exercé publiquement et abusivement des mauvais traitements envers les animaux domestiques. La loi est nette, elle ne dit rien du statut juridique de l'animal, elle vient juste réprimer les excès de violence commis publiquement. Parce qu'elle commet finalement une sensibilité, elle est source de sensibilité vis-à-vis de ceux qui regardent. Autrement dit, ce qu'on a pu dire, la loi vient protéger la sensibilité humaine. Mais comme souvent, la loi n'affiche pas les comportements, les conduites ordinaires, et les objectifs qui se voulaient pédagogiques, économiques et hygiénistes, et bien finalement tombent à plat, pour ainsi dire. Et quelque part, eh bien, les chiens continuent à tracter les charrettes. On trouve ça mignon, mais pour un petit chien de ce gabarit-là, c'est quand même assez lourd. Continuent à tracter les enfants, continuent à tracter les marchandises, parce que c'est commode, ça coûte moins cher. Vous avez les célèbres taxis de Sologne, qui étaient des taxis comme cela, à peu près identiques, pour transporter les gens d'un point à un autre. Les combats de chiens se maintiennent également, on en fait la publicité. Les cafés, d'ailleurs, aménagent des salles à l'arrière, et on organise des combats de chiens, que Rudyard Kipling, notamment, dans Paroles de chien, décrit très très bien, où le chien, il fait parler ce chien qui se fait ici de tuer 5 rats à la minute. Donc ça c'est important, on voit se développer des ratodromes avec ces petits terriers qui tuent les chiens, et puis vous avez également des combats entre chiens qu'on verra encore à nouveau dans les années 90 dans les banlieues avec ces fameux pitbulls. Donc c'est une attraction, ça reste. Et puis surtout les combats de chiens permettent de distraire nos soldats pendant la Grande Guerre. Et ça, difficile d'aller contre ce spectacle. Quant aux expérimentations scientifiques, elles sont tout bonnement pas concernées par cette loi, ce qui fait qu'on voit très rapidement des manifestations dans Paris pour lutter contre la vivisection et contre la dissection. L'école tente alors de s'emparer de cette intolérance nouvelle à l'égard des souffrances animales, et dans ce contexte plutôt réformateur de la Troisième République, eh bien, elle se charge justement d'éveiller un petit peu les jeunes, la jeunesse. On a l'impression qu'elle a entendu l'appel de Rousseau, et Gabriel Compéré, dans son cours de morale, incitait justement les instituteurs à accorder une leçon sur les devoirs de bonté envers les animaux. Mais entre la théorie et la pratique, au lieu d'un monde, eh bien, il reste encore un gouffre, et la lutte contre les